Et je vais demander à l'éditrice de Eula Bis, c'est-à-dire Myriam Andersen, de me rejoindre. Bonsoir Myriam. Pour parler Bonsoir. de avoir et se faire avoir, tout un programme. Alors, avoir et se faire avoir, le nouveau roman de Eula Bis. Avant d'en parler, est-ce que vous pourriez, chère Myriam, nous dire quelques mots de l'autrice, qui elle est dans le paysage littéraire? Alors Eula Bis, on la connaît pas très bien en France. C'est une jeune auteure américaine. Elle a publié 4 livres aux États-Unis. Elle est d'abord poète. Je souriais en écoutant Noël Renaud parce que voilà aussi quelqu'un qui s'est un petit peu affranchi de cette question des genres. D'ailleurs, Marie-Madeleine veut dire romance. On peut dire que c'est un roman si on veut. C'est pas exactement une fiction. C'est quelqu'un qui est, disons que c'est un écrivain qui écrit sur des sujets précis. Il y a un livre d'elle qui a été publié en 2018 en France aux Arènes, ça s'appelait Immunité en français. Et c'est un livre qui est revenu sur le devant de la scène aux États-Unis, puisqu'il s'est passé un truc un peu mondial à propos des vaccins il n'y a pas très longtemps. Et du coup, ce questionnement autour de la vaccination qui partait de l'intime et du personnel, de la question faut-il ou pas que je vaccine mon petit garçon, est devenu une question assez universelle. Et ce qui est très singulier chez elle, c'est sa façon d'aborder ces sujets précis. Donc pour moi, il y a du bricolage poétique dans sa façon de travailler, qui fait que ce sont des expériences un peu... il y a quelque chose d'expérimental au sens scientifique du terme, mais on ne peut pas non plus qualifier ce livre d'essai. Ce serait une fausse piste. C'est pour ça que j'ai préféré dire roman. Après, on a toujours temps de rectifier un peu le tir. Mais c'est vrai que ça se lit comme un roman. Alors, d'abord préciser que ça a été traduit par Justine Augier, c'est très important, puisque grâce à elle, nous avons accès à ce très beau texte. Roman... Et puis parce que Justine Augier est un écrivain que vous connaissez, qui a publié De l'Ardeur, prix Renaudot Essai il y a quelques années, etc. J'ai dit roman parce que oui, c'est un roman qui prend des allures d'enquête, même d'enquête sociale, hein, pourquoi pas, on peut le dire, mais qui par sa forme incarnée par des expériences personnelles de la Bliss, par des récits qui sont presque comme des contes urbains, elle nous entraîne dans une réflexion réelle qui serait digne effectivement d'un essai sur la question de la possession, de la question de notre rapport matérialiste au monde. Et tout commence par l'achat d'une maison. Elle va acquérir une maison avec son mari et va se retrouver du jour au lendemain propriétaire. Et propriétaire, tout d'un coup, ça résonne étrangement en elle parce qu'on a le sentiment qu'elle n'assume pas complètement, tout en étant très contente d'être propriétaire, cette maison dans laquelle, d'ailleurs, elle dit dès le début qu'il la possède, mais elle n'est pas meublée, elle a l'air de ne pas être habité. Oui, c'est ça. Alors c'est marrant, est-ce que c'est la possession ou est-ce que c'est la propriété, la question qui est au centre de ce texte. Effectivement, ce serait comme une sorte d'état, ce serait comme une sorte de sortilège de devenir propriétaire de cette maison pour elle. Elle vient d'une sorte de précarité je dirais apprivoisée. On avait en France, notre génération a connu ce concept d'intello précaire. Je pense qu'elle correspond assez bien à ça. Elle a voulu être artiste. Elle a commencé comme ça. Elle s'est rendue compte qu'artiste n'était pas considéré comme un métier ni comme un travail. On l'envoyait plutôt du côté du jeu éventuellement. Puis après, on fait des choses sérieuses. On trouve un vrai métier. Elle a enseigné. Elle vit avec un homme qui vient de quartiers bien plus populaires et bien plus modestes encore qu'elle, mais qui a fait le même trajet qu'elle finalement, qui est écrivain aussi, qui enseigne aussi. Ils enseignent tous les deux à la fac. Il a cet avantage sur elle d'être un homme, mais on comprend qu'il a peut-être un autre désavantage qui n'est pas tout à fait souligné dans le livre, mais il est probablement un petit peu noir, ce qui ne simplifie pas forcément la vie. Donc ils sont à peu près à égalité au niveau des points sociaux, on va dire. Et oui, il y a ce basculement-là qui fait que est-ce que le fait de devenir... D'abord, qui possède qui quand on achète une maison, comment on habite cette vie-là. Et puis est-ce que cette fameuse question des transfuges de classe,
est-ce qu'on change d'identité en devenant propriétaire aussi? Alors, les questionnements commencent d'abord en observant le quartier dans lequel elle est, parce que ce n'est pas forcément un quartier initialement riche. Il y a des personnes de plusieurs horizons. Donc, elle va aussi se regarder en miroir avec les différents habitants du quartier. Et puis, assez vite, elle va se poser une question toute simple. Et d'ailleurs, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais en fait, je ne me la suis jamais vraiment posée. Qu'est-ce que le capitalisme? C'est-à-dire ce mot qu'on utilise tout le temps, on sait qu'on vit dedans, mais finalement, qu'est-ce que c'est? Et donc, elle va faire une enquête à la fois très sérieuse, c'est-à-dire qu'elle va lire, elle va enquêter, mais elle va aussi essayer de comprendre à travers des choses beaucoup plus tangibles et concrètes. On sent assez vite que ça devient une fixette. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que plusieurs chapitres reviennent avec le même titre. Il y a le titre capitalisme, il y a la question du travail qui revient en permanence aussi. Et à un moment donné, à chaque fois qu'elle croise quelqu'un, un universitaire, quelle que soit sa spécialité, elle va lui demander la définition du capitalisme. Ce qui nous permet d'avoir une kyrielle de définition de ce merveilleux système qui nous agit, on va dire, qui nous informe, qui nous forme et qui nous déforme, jusqu'à parfois nous broyer un petit peu. Et qui nous... Alors c'est ça la question, est-ce qu'on se fait avoir ou pas par ce système? Parce que évidemment qu'il a une forme de séduction et elle va essayer d'en identifier les pièges pour mieux peut-être essayer de les déjouer. Ce qu'on sent chez elle, c'est ce qu'on sent aussi dans son écriture, c'est un désir à la fois de rester assez libre, de rester dans le questionnement, dans l'écoute aussi, et aussi une forme de quête de... Peut-être, disons qu'elle ne va pas l'exprimer de façon aussi solennelle que moi, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus humble, mais pour moi c'est une quête d'éthique et de vie éthique possible à l'intérieur ou juste à côté de ce système. Elle va le faire aussi avec beaucoup d'humour, à la fois avec beaucoup de sérieux, parce que c'est très enquêté, mais elle a de l'humour, ne serait-ce que parce qu'elle prend conscience d'une certaine forme, on va l'appeler de déni, dans lequel nous vivons tous, au demeurant, mais elle le constate à travers sa propre expérience et réalise que peut-être, parfois, on a l'impression de prendre des décisions et qu'en fait, on n'a pas vraiment décidé. En fait, elle regarde les choses, enfin, elle essaye de regarder les choses de façon assez... tangible, concrète, c'est-à-dire que le livre est assez simple, chaque entrée de paragraphe est assez simple, ça pourrait être une suite de conversations entre amis, véritablement. Évidemment, à chaque fois qu'une question est soulevée, elle a cette espèce de rapport au texte qui fait qu'elle va aller lire, qu'elle va aller chercher, qu'elle va essayer de comprendre. Elle lâche pas quand elle comprend pas. Par contre, elle nous fait l'amitié de faire semblant de ne pas comprendre tout de suite, ce qui nous permet aussi, avec elle, d'avancer dans cette réflexion-là. C'est vraiment comme de regarder une intelligence agir en action. Et du coup, on chemine avec elle, même si on ne partage pas exactement cette expérience-là. Et je me suis un peu perdue dans le... Ah si, c'est la question de l'humour. Bah, la question de l'humour, elle est inattendue, mais elle vient aussi du fait que chaque exemple démarre de quelque chose de très concret et d'inattendu. Ça peut être une chanson qu'elle écoute à la radio avec son mari en voiture, ça peut être une question à propos d'un livre pour enfants de son fils qui... Elle va parler de Pokémon, les cartes Pokémon, ça a l'air trivial comme ça, mais de ça, ouais. Voilà, elle découvre que les enfants, ils pourraient jouer, en fait, elle se rend compte que c'est un jeu, et qu'au lieu de jouer, l'essentiel de l'occupation des enfants avec ces cartes Pokémon, c'est l'échange. Donc, ils sont déjà dans une valeur marchande d'un objet qui est censé être un jeu. Puis, elle parle du Monopoly, des origines du Monopoly. C'est complètement dévoyé. Les règles, c'est un créé jeu par une femme. Ouais. Ça aussi, on l'a un peu passé sous silence. Mais voilà, la véritable signification des choses se fait jour toujours de façon un petit peu ludique et inattendue. Alors, elle questionne aussi, parce que ça reste un écrivain, une autrice, et elle va aller chercher aussi chez des femmes qui sont importantes pour elle dans son parcours intellectuel. Elle va aller chez Virginia Woolf, par exemple, ou chez Emily Dickinson, ou encore chez Joan Didion, pour voir leur rapport à la propriété, leur rapport à l'argent, leur rapport... Leur place aussi dans la société, à la fois en tant que femme et en tant qu'artiste, en tant que créatrice, à quel endroit de leur vie, même éventuellement quel temps de leur vie on leur accorde pour se consacrer à ce projet-là, à ce projet artistique, qui souvent, dans l'histoire de l'art en général, chez la femme, est forcément bien plus
périphérique, on va dire. En tout cas, c'est pas une raison pour pas préparer le dîner, disons. Sauf justement dans le cas de Virginia Woolf. Alors évidemment, elle écorne un tout petit peu la figure tutélaire de Virginia Woolf en tant que féministe, comme ça, en tant que mère du féminisme, parce que Virginia Woolf avait des domestiques, et notamment une qui l'a accompagnée quasiment toute sa vie. Et autant elle voulait avoir une chambre à soi, autant l'idée que sa domestique en ait une lui paraissait un petit peu saugrenue. Donc il y a aussi... en fait, ce que j'aime aussi chez elle, c'est qu'elle le fait sans aucune agressivité, mais enfin, elle secoue pas mal le cocotier quand même. Et puis, sa parole, sa pensée, finalement son propos est aussi sophistiqué que la forme est simple. Donc l'entrée est extrêmement... enfin, c'est vraiment moi, j'ai découvert une amie en lisant ce texte et le genre d'amis avec qui on a envie d'aborder à peu près tous les sujets, pas seulement le capitalisme. Et puis, si elle se tourne vers ces écrivaines, c'est aussi parce qu'elle s'interroge sur la question de la création, c'est-à-dire quelle est la place, alors ça fait le lien avec ce que vous venez de dire à propos de Virginia Woolf, mais quelle est la place pour, notamment en l'occurrence une femme, pour la création, si elle n'a pas les moyens matériels, sans même aller jusqu'à une chambre à soi, mais ne serait-ce que le temps qu'on achète avec de l'argent, et le capitalisme, elle démontre d'une certaine manière à quel point il nous met dans un cercle vicieux qui est d'avoir de l'argent pour acheter du temps, mais de ne pas avoir de temps pour... Mais ça vaut pour la création, mais ça vaut pour la vie. C'est-à-dire ce fameux temps de vie après lequel on finit tous par courir une fois qu'on a passé un certain âge en se rendant compte qu'on a vécu en laissant passer le temps. Enfin, c'est quelque chose d'assez universel aussi, effectivement. Mais elle s'approche de cette question de la création avec à la fois une forme de colère qu'on sent qui est passée, mais quelque chose d'assez... faussement naïf. C'est une conversation que vous avez sans doute vous aussi avec des écrivains si vous les fréquentez parce qu'ils habitent pas loin de vos librairies, que nous avons nous tous les jours avec eux sur la question de savoir où est-ce que se situe effectivement cette activité littéraire dans une vie et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le droit de continuer à écrire quelque part, puisque nous sommes dans une économie tous qui ne génère que très peu de profit finalement, et dont le profit ne repose pas sur le mérite ni sur la qualité. Alors, là où elle devient à la fois drôle et touchante aussi, c'est quand elle pointe du doigt ses propres contradictions, c'est-à-dire les nôtres, mais d'abord évidemment les siennes en tant qu'autrice. Elle dit d'ailleurs, je voulais m'accrocher à l'inconfort, c'est-à-dire celui du créateur, et je voulais m'accrocher au confort. Ce livre est le fruit de cette contradiction. Elle veut les deux. Elle veut la liberté de penser que peut donner la précarité. Elle veut donner cette liberté qui veut dire qu'on s'affranchit aussi de ce système capitaliste. Et en même temps, une fois qu'on a goûté à ces conforts, on a plus de mal à y renoncer, évidemment. Avoir et se faire avoir, on aura la réponse ou pas à la fin de ce livre, mais en tout cas il est absolument réjouissant, il est à la fois drôle, il nous pousse à la réflexion. Merci beaucoup Myriam d'avoir Merci Marie-Manu décrypté avec nous Eulabis.